Madame la directrice adjointe, Madame Schubert, étant empêchée malheureusement ce soir, il m'appartient à assurer en son nom le discours d'ouverture à cette conférence. Donc, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, cher public francophone, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir à l'École des hautes études internationales de Vienne pour cette conférence consacrée à un thème d'actualité brûlante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens au nom de mon organisation, de mon institution, exprimer notre profonde gratitude à l'OIF, notre partenaire de longue date, dont l'engagement constant, tant sur le plan financier qu'institutionnel, a permis de donner vie à de nombreux événements francophones comme celui-ci aujourd'hui. La conférence intitulée « Insécurité politique, quelle réponse des institutions ?» va renseigner comment, dans un monde marqué par la fragilisation de la gouvernance, la montée des tensions sociales et la défiance envers les pouvoirs publics, la question de résilience institutionnelle doit rester au cœur de nos préoccupations. Pour ouvrir nos réflexions, nous avons le privilège d'accueillir deux personnalités d'exception dont le parcours ou les parcours incarnent l'engagement au service de la justice, de la paix et du dialogue. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par les dames. Madame Corinne Momal-Vagnan, directrice exécutive de la Fondation Kofi Annan, qui œuvre pour la promotion d'une gouvernance inclusive et responsable à travers le monde. Son expérience de plus de 30 ans, je pense, au sein des Nations Unies et son travail pour la consolidation de la paix lui confèrent une perspective unique sur le rôle des institutions internationales face à l'insécurité politique. À ses côtés, M. Gilles Charbonnier, avocat général de la Cour de cassation de France, dont la carrière illustre la rigueur et la force du droit comme pilier de la stabilité démocratique. Son expertise en matière de justice et d'état de droit apportera un éclairage essentiel sur les réponses juridiques et institutionnelles aux défis actuels. Je tiens à les remercier chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Nous avons choisi de ne pas modérer la table ronde afin de permettre aux experts de s'exprimer plus longuement sur le thème. Leur présentation d'une trentaine de minutes environ chacun sera suivie par une séance de questions-réponses. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges stimulants. Puissent vos débats être fructueux. Et si je peux ajouter un détail pratique, à l'issue de la conférence, je vous invite à passer dans la pièce à côté où des rafraîchissements vous attendent. Je vous remercie. Mais avant de donner une dernière fois la parole à nos experts, je vais faire un moment de publicité pour une conférence qui se tient le lundi 17 novembre à 11h30. Elle ne sera pas en français, elle sera en anglais, mais nous sommes pour la diversité des langues. Donc, c'est la ministre des Affaires étrangères, Madame Emma Thor, qui a joué un rôle aussi dans l'Organisation internationale de la francophonie, qui parlera du défi des petits pays européens. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous avez le temps, d'assister à cette conférence. Merci beaucoup. Merci à l'Académie de cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci à vous tous d'être là un soir de novembre. C'est pas toujours... il faut être vraiment motivé pour venir. Donc, je ne le tiens pas pour acquis. Je vous remercie vraiment de votre intérêt. Moi, je suis très heureuse pour plusieurs raisons. D'abord parce que plusieurs de mes collègues sont issus de cette prestigieuse académie
Et le président de la Fondation Kofi Annan, qui est un Sénégalais, El Hadjassi, est lui aussi un ancien de l'Académie. Il en garde un souvenir très ému, hein, il m'en parle souvent. Et puis, j'étais venue avec lui ici l'écouter. En fait, c'est lui qui faisait la conférence, donc ce soir, c'est mon tour. Et j'en suis vraiment ravie aussi à cause du thème, hein. Le thème de la fragilité des institutions, effectivement, nous préoccupe beaucoup à la Fondation. Nous travaillons beaucoup sur la promotion de la démocratie, la défense de la démocratie, aussi sur la défense du multilatéralisme et des institutions multilatérales. Et je vais faire un peu un parallèle ce soir entre les deux, parce que nous constatons un affaiblissement du multilatéralisme et de la démocratie. La majorité de la population pense que les institutions ne travaillent pas pour eux. Les citoyens pensent que le système est injuste et que les élites ont trahi leur mission. Et ce déficit de confiance mine la légitimité démocratique et nourrit la tentation populiste. 85% des citoyens dans 100 pays sondés affirment vouloir vivre en démocratie. Donc il y a encore cette demande de démocratie. Mais seuls 58% estiment que leur pays respecte vraiment la démocratie. Donc il y a vraiment un déséquilibre entre une demande de démocratie qui reste faible, forte, mais l'offre qui s'effondre. Et ce fossé entre attentes des populations et les performances des gouvernements et des institutions nourrit cette frustration que nous constatons tous et les discours anti-système. Dans plusieurs régions, et ce qui est vraiment très intéressant, ce que j'ai noté au départ, c'est que ce n'est pas vraiment limité à une région. C'est vrai du Sahel à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord, à l'Europe. Donc c'est vrai vraiment sur tous les continents. Une désillusion qui a ouvert la voie à des coups d'État militaires, hein, et à des gouvernements dits illibéraux, donc, qui sont arrivés souvent par les urnes au pouvoir, mais qui ensuite le sabotent de l'intérieur. La deuxième crise est celle du leadership. On a souvent signalé, mais peut-être quand même pas assez, que le recul de la démocratie, c'est d'abord un recul de gouvernance morale. Ça, je tiens à le répéter parce que c'est quelque chose dont on s'occupe aussi beaucoup à la Fondation, cette histoire vraiment de gouvernance éthique et morale et de valeurs. Alors ça a peut-être un peu passé de mode, mais nous pensons qu'en fait que l'affaiblissement de la démocratie, c'est aussi un affaiblissement de valeurs au sein des leaderships sur tous les continents. Ce ne sont pas donc seulement les institutions qui faiblissent, mais les valeurs. Les citoyens voient des dirigeants déconnectés, souvent beaucoup plus soucieux de performance électorale, de performance économique, que de justice ou d'inclusion. Et cette perte de repères se traduit par un désengagement civique. Donc, toujours selon ce baromètre Endelman, 70% des populations pensent que les dirigeants leur mentent constamment. Ça, c'est de nouveau, on repart sur les questions de confiance. Donc, manque de leadership éthique veut dire encore plus de défiance envers nos institutions. Et c'est très embêtant parce que le droit ne peut s'imposer durablement que s'il est perçu comme juste et sincère. Et Kofi Annan disait juste très souvent, la démocratie c'est beaucoup plus que les élections. Elle repose essentiellement sur la dignité, la participation et la responsabilité du pouvoir. Et beaucoup de nos dirigeants semblent l'avoir oublié. La troisième crise est sociale, ça on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de publications sur les inégalités économiques et territoriales qui se creusent. La mobilité sociale diminue, donc une majorité des jeunes aujourd'hui pensent que les générations suivantes vivront moins bien que ce qui n'était pas le cas évidemment quand j'étais moi étudiante. Et il y a une fragmentation du tissu social qui s'accompagne d'un ressentiment général. Les gens ne font donc plus confiance aux institutions, ni publiques ni privées d'ailleurs, hein, parce que cette défiance vis-à-vis des institutions, pendant un certain temps, des institutions comme les entreprises ont résisté, mais maintenant cette défiance, elle est envers toutes les institutions religieuses, bancaires, etc. Voilà, donc ça mène à des comportements politiques qui peuvent être vus comme paradoxaux, d'abstention.
croissante, mais aussi d'attirante pour des formes d'activisme radical. Et cette désaffection des jeunes, j'aimerais beaucoup en parler parce que la Fondation s'occupe beaucoup de leadership des jeunes en particulier. On a vu, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un autre institut, si vous êtes particulièrement intéressé par l'Afrique, il y a un institut qui s'appelle Afrobarometer, qui publie des études particulièrement intéressantes sur le ressenti des populations sur tout le continent africain. Mais ils ont montré en particulier que près d'un jeune sur deux en Afrique de l'Ouest estime qu'un régime militaire est préférable à un gouvernement démocratique du moment qu'il est perçu comme plus efficace. On a vu les résultats au Mali, au Niger, au Burkina Faso, tout récemment à Madagascar, donc dans une autre région d'Afrique, où cette lassitude vraiment a ouvert la voie, avec le soutien massif des jeunes, à des coups d'État justifiés au nom de la lutte contre la corruption, au nom de l'efficacité, de l'insécurité, etc. Mais le phénomène n'est pas du tout limité au continent africain. On le sait, dans les pays du Nord également, la fameuse génération Z et la majorité, les études le montrent aussi, sont favorables à ce qu'ils appellent un activisme hostile. Ça peut être des manifestations violentes, ça peut être de la désinformation délibérée, ça peut être toutes sortes d'actions parce qu'ils n'ont plus confiance dans le système, donc ils pensent qu'il faut le contourner pour arriver à plus de justice, etc. Et ça, évidemment, pour des gens qui ont vécu le renforcement des institutions, qui croient à l'état de droit, etc., c'est une préoccupation majeure. Moi, j'ai vraiment été très préoccupée quand j'ai lu ce dernier rapport Edelman qui parle de cette majorité de jeunes qui croient à cet activisme hostile. Donc vraiment une façon de contourner les institutions d'aujourd'hui et de montrer qu'ils n'y croient plus. Et dans ce contexte de défiance, les institutions publiques devraient être appelées justement à jouer un rôle essentiel de rempart. Ce sont les tribunaux, les parlements, les autorités de régulation, les défenseurs des droits, les médias, qui devraient maintenir l'équilibre démocratique lorsque la politique s'enflamme. Leur mission n'est pas seulement de garantir la légalité, mais aussi de préserver cette confiance. Mais malheureusement, ces institutions doivent elles aussi incarner cette éthique dont je parlais. Et au-delà des textes, c'est vraiment la culture et les pratiques qui donnent vie à un état de droit. Et une institution qui est supposément indépendante, mais elle peut en fait devenir nuisible à la démocratie si la loyauté des membres se déplace vers le pouvoir plutôt que vers la loi. Je pense que nous sommes tous interpellés en ce moment par ce qui se passe avec la Cour suprême aux États-Unis, par exemple, et de façon générale par certains tribunaux qui sont dévoyés, en particulier aux États-Unis, sans doute dans d'autres pays, en Turquie et ailleurs, qui sont dévoyés par le pouvoir pour simplement, comme dans un instinct revanchard contre des opposants politiques. En revanche, nous avons aussi tous été témoins de gens qui, au sein des institutions, donnent un exemple vraiment qui nous inspire, un exemple remarquable de journalistes courageux. Je me souviens, c'est déjà un peu ancien, mais cette journaliste maltaise qui avait été assassinée parce qu'elle dénonçait la corruption, de juges indépendants, de journalistes donc, et de fonctionnaires, parfois qui, au péril de leur sécurité, certainement de leur carrière, mais même de leur sécurité, parfois font entendre la voix de la justice et de la vérité. Mais donc on constate que c'est quand même plutôt des exemples un peu exceptionnels et que les institutions, elles aussi, parfois faiblissent et qu'elles sont en crise. Donc les garde-fous démocratiques, même dans de nombreux pays, indépendance judiciaire, pluralisme médiatique, transparence du financement politique, sont affaiblis. Et en fait, ce que nous pensons à la Fondation, c'est que ces institutions, elles ne seront renforcées et elles ne survivront que si elles reposent sur un tissu social très fort. Si on rétablit ce contrat social, c'est particulièrement vrai, je crois, en Europe, où les années après la Deuxième Guerre mondiale ont vu vraiment
la naissance de l'État-providence, mais de cette confiance que les citoyens avaient dans la reconstruction du continent, dans certaines valeurs de solidarité, de solidarité, de compassion, d'égalité, et qui se sont un peu, malheureusement, délitées au cours des décennies. Donc, il nous faut une société civile engagée, il nous faut des citoyens bien informés, et vraiment, nous pensons que le véritable antidote à la crise démocratique actuelle, ce n'est certainement pas le recours à l'homme providentiel, moi je n'y ai jamais cru, mais c'est vraiment la régénération de ce contrat social. Et c'est pourquoi il faut investir dans l'éducation civique, dans la participation des jeunes, dans la liberté des médias. Et il faut rappeler à tout le monde que tout le monde peut participer, peut contribuer. Ça, c'est quelque chose que Kofi Annan, avec lequel j'ai travaillé aux Nations Unies, qui avait un rapport assez exceptionnel aux jeunes. C'était son message essentiel, c'était que chacun d'entre nous peut contribuer, qu'il ne faut pas attendre que les institutions nous livrent tout, que c'est à nous vraiment de contribuer au renforcement de la démocratie à notre niveau chaque jour. Il faut que nous nous informions mieux. La tentation des réseaux sociaux est là, mais il faut lutter contre. Il faut exercer son droit de vote. Il faut soutenir un journal local, peut-être écrire dans un journal local. Il faut s'engager dans la vie de la communauté. C'est des chaînes simples qui participent à ce que nous appelons une chaîne de confiance, donc qui manque aujourd'hui. Et donc la responsabilité citoyenne dans ce monde vraiment saturé de désinformation, je pense vraiment, très sincèrement, que c'est la responsabilité citoyenne pas plus que les institutions, mais en plus des institutions qui sont une forme de résistance démocratique. Très rapidement, je pense que j'ai déjà... Non, ça va ? 5 minutes. Donc, j'ai promis aussi de parler du niveau international. Et ce recul de la démocratie à l'intérieur des États s'accompagne, comme je l'ai dit, d'un affaiblissement inquiétant du droit international et les violations flagrantes du droit humanitaire qui se multiplient en Ukraine, à Gaza, au Myanmar, au Soudan. Les principes des Nations Unies sont donc non-ingérence, souveraineté des États, non-agression, protection des civils. Ces principes sont absolument bafoués au quotidien, y compris par les États, par certains États membres permanents du Conseil de sécurité. Et la paralysie du Conseil de sécurité face à ces crises témoigne d'un déséquilibre profond entre légitimité et puissance aujourd'hui. Et la remise en cause de ce système multilatéral fragilise tout l'édifice du droit international. Nous, à la Fondation Kofi Annan, nous avons, au cours de ces 2 dernières années, mené avec ce qui est un peu le pendant genevois de l'Académie diplomatique de Vienne, qui s'appelle l'Institut international de hautes études internationales à Genève. Nous avons mené un projet qui s'appelle Multilatéralisme et démocratie, donc une série de tables rondes qui se sont penchées sur des sujets différents, toujours en regardant comment, sur ce sujet, le système multilatéral et le système démocratique au niveau national peuvent permettre ou non le progrès des discussions internationales sur l'intelligence artificielle, sur les droits de l'homme, sur le changement climatique, sur la sécurité, etc. Est-ce que ces tables rondes, et nous sommes à la fin de ce projet, nous avons publié un certain nombre de rapports, ce projet a montré, c'est que il faut vraiment reconnecter démocratie et multilatéralisme comme 2 systèmes de légitimité qui se renforcent mutuellement, et que lorsque la légitimité et la participation reculent au niveau national, ce qui est le cas avec l'affaiblissement des démocraties, la coopération internationale s'effondre. Et inversement, quand le système international est perçu comme injuste ou opaque, ce qu'il l'est, les citoyens perdent foi dans les institutions internationales et nationales. Donc, il est indispensable, et ça, je peux en parler des soirées et des soirées, mais je ne vais pas vous garder trop longtemps ce soir, il est vraiment indispensable que la gouvernance mondiale devienne, elle aussi, plus inclusive, plus transparente, plus responsable. Je suis une convaincue
du bienfait des Nations Unies. J'ai donné plus de 3 décennies, comme Bernadette l'a rappelé, à cette institution, mais je pense que la crise actuelle qu'elle traverse n'est pas une crise financière, elle n'est pas due au fait que les États-Unis ne veulent plus payer leurs cotisations, c'est vraiment une crise de légitimité, une crise profonde de légitimité. Donc, comme Churchill le disait, toute bonne crise est aussi une opportunité. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité de réforme très intéressante. Voilà. En conclusion, et pardon si j'étais longue, il nous faut de nouvelles garanties pour la transparence et la responsabilité politique. Et très important, un renouvellement du leadership éthique et participatif. Et restaurer la confiance exige aussi de reconstruire un lien civique fort par l'éducation, la participation citoyenne et la redevabilité. Il faut investir dans la culture démocratique autant que dans les institutions. Et au niveau international, il faut que les organisations multilatérales elles-mêmes incarnent les principes qu'elles promeuvent, c'est les principes de représentativité, de transparence, d'inclusion, etc. Et un multilatéralisme démocratisé, ancré dans les droits humains, ouvert à la société civile et responsable devant les peuples, c'est la seule voie vraiment pour restaurer la légitimité de la coopération internationale. Donc, nous sommes en crise, mais ça peut être une très bonne crise qui débouche sur les réformes absolument nécessaires et qui ont été trop lentes à venir. Je vous remercie. Bien, bonsoir à tous. Je vais venir ici, je pense que ça sera peut-être j'en suis pas sûr, ça sera peut-être plus audible. Bon, d'abord, je voulais remercier l'Académie diplomatique de Vienne pour son invitation et pour avoir choisi ce thème, insécurité politique, quelle réponse des institutions, parce que c'est un thème d'actualité et c'est un thème qui nous concerne tous. Vous remercier aussi pour votre présence, vous êtes venus nombreux, merci à vous, ceux qui sont en présentiel ici et aussi ceux qui sont en distanciel. Et puis je veux saluer également l'Organisation internationale de la francophonie pour son engagement résolu dans la défense de l'état de droit et de la démocratie dans l'espace francophone. Il est en effet important de se mobiliser et de se mobiliser aujourd'hui sur ces questions qui concernent notre présent, mais également notre avenir. Ah, d'accord. C'est merveilleux, merci. Qui concerne notre avenir et celui de nos enfants. Alors, je suis un magistrat de l'ordre judiciaire français, actuellement à la Cour de cassation, et c'est à ce titre-là que je vais m'exprimer. Je ne vais pas m'exprimer en tant que sociologue, en tant qu'historien ou en tant que constitutionnaliste. C'est à ce titre de magistrat. J'ai été magistrat de terrain, j'ai également travaillé dans l'administration, j'ai fait pas mal de coopération internationale, et je préside actuellement l'Association internationale des procureurs et des poursuivants francophones, qui rassemble des procureurs de plus d'une trentaine de pays dans le monde et dont l'objectif est d'améliorer les pratiques. J'essaye. Venons-en au vif du sujet. Je vais détailler 3 constats que j'ai faits et je vais faire des préconisations. Je dois dire d'ailleurs que tout ce que j'ai entendu de la part de Madame Momal-Vagnan précédemment, et on son intervention, je l'ai découverte en même temps que vous. J'ai trouvé évidemment de grands points de concordance avec ce que moi-même... Alors, je vous disais, j'ai fait 3 constats que je vais développer devant vous. Premier constat, l'insécurité politique existe, mais elle traduit plus qu'une crise politique, elle traduit une crise du modèle démocratique. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, cette crise du modèle démocratique se traduit notamment par une remise en cause de l'état de droit. Ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat, c'est que des outils existent pour défendre l'état de droit qui est attaqué, j'en parlais,
Et enfin, quatrième temps, je ferai quelques préconisations, des modestes préconisations qui relèvent des analyses que je peux faire. Il me semble qu'il est important de mettre au point dès aujourd'hui des stratégies pour faire en sorte que l'état de droit évolue, car il ne s'agit pas, j'aurai l'occasion de le dire, il ne s'agit pas de laisser l'état de droit dans l'état où il est aujourd'hui, il s'agit de le faire évoluer. Alors, premier constat, l'insécurité politique existe, mais elle traduit plus qu'une simple crise politique, elle traduit une crise du modèle. Alors, les crises politiques ont toujours existé, partout dans le monde, dans tous les pays. Ce qui frappe aujourd'hui, elles se traduisent par le blocage des institutions. Bon, donc je disais, la sécurité se traduit par le blocage des institutions qui sont incapables, à un moment donné, de répondre aux besoins de la société. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que cette situation de crise politique se retrouve dans beaucoup de pays démocratiques et qu'elle s'accompagne de morale, économique, sociale, environnementale, etc., qui évidemment sont toutes interconnectées entre elles. C'est plus seulement tel régime qui est en crise, tel ou tel pays qui est en crise, lui-même. Nous sommes donc confrontés à une crise du modèle démocratique. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu. Mais pour nous qui l'avons connu, la chute du mur de Berlin, ça a été un formidable espoir. Formidable espoir de liberté, formidable espoir de démocratie, partout en Europe. Et on avait même la prétention de dire partout dans le monde, car on espérait fortement que la chute du mur de Berlin allait amener la naissance ou la renaissance de la démocratie un peu partout. L'Union européenne, elle s'est construite sur la prééminence du droit. Il ne faut pas l'oublier, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le rôle moteur de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a consacré la primauté et l'effet direct du droit européen, ainsi que la responsabilité des États en cas de violation, et puis bien sûr la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a promu l'effectivité des droits fondamentaux. En 1989, on était dans cette logique-là. Primauté du droit, ça allait s'imposer partout. Regardez où on en est. On est plutôt revenu dans les années 1920. Les années 1920, qui étaient des années où il y avait une crise économique partout dans le monde, où il y avait une dépression économique et dépression politique, avec des démocraties qui étaient en très grande difficulté et qui ont sombré au profit de régimes autoritaires. Et donc la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien, elle rappelle un peu cette dépression des années 20 et ces difficultés qu'il y a pour les régimes démocratiques. Alors, un philosophe français, Raymond Aron, qui a vécu au XXe siècle, a dit que la crise de la démocratie commence lorsque les citoyens cessent de croire à l'efficacité des institutions. Eh bien, figurez-vous qu'on y est. On y est. En préparant cette conférence, je suis tombé sur une étude récente d'un centre de recherche, du Centre de recherche de Sciences Po à Paris, le CEVIPROF, qui a mené une étude dans 4 pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. Résultat des courses, c'est intéressant. Plus de 70% des Français, plus de 60% des Allemands et des Italiens n'ont pas confiance dans leurs dirigeants, ils pourraient en changer, mais ni même dans leurs institutions. Ils n'ont pas confiance dans leurs institutions. 52% des Français, 42% des Italiens, 33% des Allemands estiment qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Plus d'un Français sur 2. Il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Et comme vous l'avez dit, on considère que la classe politique, elle est éloignée des besoins de la population et on considère qu'elle est corrompue. 52%
des sondés pensent que les élections peuvent changer les choses, c'est quand même difficile. Et si 80% pensent que la démocratie est le meilleur régime, 71% estiment qu'elle ne fonctionne pas bien. 71% estiment qu'elle ne fonctionne pas bien. Et quelle est la solution ? C'est l'homme providentiel, un régime autoritaire. On a quand même plus d'un Français sur deux qui estime que rien n'avance en démocratie, qu'il faudrait moins de démocratie et plus d'efficacité. Et d'après cette étude, 73% des Français, 60% des Allemands et des Italiens souhaitent un vrai chef, enfin un chef, pour remettre de l'ordre et remettre de l'efficacité. Eh bien, voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors évidemment, cette étude, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du sujet, mais ce que je constate, c'est qu'elle donne des signaux très forts, et ces signaux sont confirmés par d'autres études, vous en avez probablement vu les unes et les autres, et elles sont confirmées aussi par les propres constatations qu'on peut faire en regardant l'actualité politique dans notre pays. On constate partout en Europe et dans le monde la montée des populismes, avec des solutions qui sont basées sur le nationalisme, qui sont basées sur la démocratie directe, la critique des élites, la dénonciation des contre-pouvoirs, et j'y reviendrai, notamment du pouvoir des juges, dénonciation des juges, dénonciation des médias, dénonciation de toutes ces autorités indépendantes qui empêchent l'efficacité et qui empêchent à la volonté populaire de s'exprimer. Dans certains pays où le pouvoir a été pris par les populistes, eh bien, on assiste à des démocraties illibérales. Vous en avez parlé, démocratie illibérale, c'est parfois faire cadeau du terme de démocratie à des régimes qui n'en sont plus, où il n'y a qu'une façade et pas de réalité. Il y a une crise de la représentation, donc ça, j'y reviens pas. On n'a plus confiance, les citoyens n'ont plus confiance dans ceux qui les représentent, ils n'ont plus confiance dans les institutions. Et puis, il y a un rôle amplificateur des réseaux sociaux, des informations, fake news, les informations vérifiées, tout ça s'est mis au même point. Et puis, à chacun de se débrouiller et de s'y retrouver. Je voudrais saluer à cet égard les travaux que mène l'OIF sur la question de la désinformation, qui sont absolument fondamentales parce que c'est un vrai sujet pour l'avenir de notre démocratie, la question de la désinformation et de l'altération de l'information. Cette tendance ne touche pas seulement les nouvelles démocraties, elle touche aussi les anciennes démocraties, la France, mais elle ne touche pas que l'Europe, elle touche aussi le monde. Et il suffit de parler des États-Unis aujourd'hui, de se souvenir du Brésil il y a 2 ans, pour savoir que c'est un peu partout dans le monde que ce mouvement se développe. Alors le deuxième constat, c'est que cette crise du modèle démocratique se traduit par une remise en cause de l'état de droit. Alors l'état de droit, qu'est-ce que c'est ? L'état de droit, ça remonte un peu à Montesquieu quand même, qui disait « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Mais l'état de droit, ça a été théorisé au XIXe siècle en Allemagne, et l'idée de l'état de droit, c'est que l'État est soumis à la loi. Et cela garantit les droits des citoyens et ça limite l'arbitraire du pouvoir. Donc l'état de droit suppose que le pouvoir est lié par la règle juridique. Et ça, c'est quelque chose de très fort et de très important. La règle juridique va lier l'État. L'État ne peut agir qu'en vertu de la loi et dans le cadre que la loi détermine. Et c'est au juge qu'il appartient de vérifier la bonne application de la loi et de trancher également les conflits. Alors vous le comprenez, démocratie et état de droit sont liés. Vous le comprenez, parce qu'une démocratie sans état de droit, c'est la tyrannie de la majorité, évidemment. Et un état de droit sans démocratie, eh bien, c'est la technocratie. C'est les technos qui, forts de 25 ou 30 années d'études, vont tout savoir sur tout et régler absolument tous les problèmes. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on avait assisté à une édification méthodique en Europe de cet état de droit qui était fondé sur la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux et puis
il y avait ce grand projet d'intégration européenne qui était destiné à éradiquer la guerre sur notre continent. Et vous avez fait une référence d'ailleurs à la Première Guerre mondiale qui a été le premier conflit majeur du XXe siècle. Et on sait qu'il y en a eu un deuxième après. Mais aujourd'hui, le concept même d'état de droit est critiqué. Il est contesté. Et publiquement, ce qui était quand même, pour moi qui observe un peu les choses, c'était quand même assez inconcevable que, aussi franchement, à visage découvert, on vienne contester l'état de droit dans les médias avec table ouverte en permanence pour la critique. Et essentiellement, évidemment, la critique du juge. Lorsque le Conseil constitutionnel français, le 25 octobre 2025, décide qu'une disposition de la loi qui prévoit que la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière de manière illimitée, ce n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France. Et actuellement, notre système prévoit 90 jours de rétention administrative. La loi qui était votée prévoyait illimité. Le Conseil constitutionnel censure en disant que ce n'est pas conforme aux engagements internationaux pris par la France. Il faut protéger les droits individuels, y compris des étrangers en situation irrégulière. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend dans la presse? Qu'est-ce qu'on lit? Que dit une partie de la classe politique? Eh bien, nos électeurs veulent qu'on aille dans un sens de fermeté et de répression, et eh bien, on voudrait bien le faire, mais le juge nous en empêche. Le juge nous en empêche. Et donc, critique du juge qui est politisé, ou du juge qui va faire ce qu'on appelle le gouvernement des juges, c'est-à-dire il va prendre le pouvoir et il va décider à la place du politique. Alors qu'en réalité, la séparation des pouvoirs fait que le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, et le juge, eh bien, il tranche les conflits et il vérifie la bonne application de la loi. On a eu également en France, pareil, montée au créneau dans la presse et dans les médias et sur les réseaux sociaux, lorsque la justice a condamné, et a condamné sévèrement, et ça je pense que vous l'avez suivi les uns et les autres, des grandes personnalités, des personnalités actuelles, des hautes personnalités, leaders de l'opposition, anciens présidents de la République, pour des infractions très graves. Il y a eu un déferlement dans les médias autorisés, donc dans les médias qui ont pignon sur rue, un déferlement de critiques, où globalement, on accuse l'État de droit de protéger les vrais délinquants, puisque le voleur, on le sait bien, n'est jamais mis en prison, l'escroc n'est jamais mis en prison, mais le politique, lui, est mis en prison, ou on l'empêche d'être élu. On a entendu également des critiques sur le fait que, en fait, l'état de droit conduirait à des abus et à des dérapages et conduirait finalement au gouvernement des juges, où ce que souhaite le peuple serait en quelque sorte perverti, puisque le juge pourrait l'empêcher. Donc on voit bien que ces attaques sont très fortes, elles émanent d'une partie de la classe politique, elles émanent de l'intelligentsia, des gens qui sont dans les médias, des penseurs, des philosophes, des académiciens. Ça vient à peu près de tout bord, et effectivement, ça interroge parce que cette remise en cause, elle est absolument forte. Alors, et c'est le troisième constat, est-ce que ça veut dire que sous ce déferlement, eh ben, il n'y a quand même pas matière à résister? Et il n'y a pas matière quand même à trouver des raisons d'espérer. Et je suis, moi aussi, dans une position plutôt optimiste sur l'avenir, même si le combat à mener est, de mon point de vue, un combat très dur. Mais oui, il y a des raisons d'espérer, parce qu'on a un socle solide quand même sur lequel on peut s'appuyer. Ce socle solide sur lequel peut s'appuyer l'état de droit, c'est évidemment ce socle des libertés individuelles, des droits fondamentaux qui sont reconnus dans les constitutions et dans les pays de l'Union européenne, dans beaucoup de pays du Conseil de l'Europe, qui sont protégés internationalement par des conventions, par des textes internationaux qui les garantissent, et avec
des juridictions qui sont chargées de les faire appliquer. Et on sait ici toute l'importance qu'a eu la Cour européenne des droits de l'homme pour donner de l'effectivité aux droits individuels qui étaient reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on a ce socle-là. Et c'est un socle qui est quand même très fort, qui remonte à 1789, qui remonte à 1945, qui remonte à tout ce qui s'est fait depuis en termes normatifs au niveau international. Ensuite, on a un deuxième pilier sur lequel on peut s'appuyer, c'est aussi sur la justice. La justice qui joue son rôle de gardienne des libertés individuelles. Et la justice doit conserver ce rôle d'assurer la primauté du droit sur la force et protéger les libertés face à l'arbitraire. Alors évidemment, pour que la justice fonctionne, et vous l'avez dit, il y a malheureusement trop de pays où la justice est pervertie. Mais pour que la justice fonctionne, eh bien, il faut qu'elle soit indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante des pouvoirs. Il faut qu'elle bénéficie de garanties constitutionnelles importantes qui vont notamment aller pour l'indépendance des magistrats. Et il faut une déontologie des juges qui soit importante également, que la procédure par laquelle le juge va prendre sa décision soit des procédures qui soient vraiment transparentes et claires. Je cite par là les droits de la défense, par exemple, qu'on ait un véritable débat contradictoire devant le juge, où tous les arguments sont mis sur la table. Ce sont des principes essentiels de la procédure, mais qui sont absolument indispensables dans un régime démocratique. Donc il faut assurer tout cela. Et la justice, eh bien, c'est elle qui va vérifier que les droits individuels, les libertés individuelles, les libertés publiques sont également appliquées concrètement dans le droit du pays. Et je dirais que c'est très important. Et vous le voyez, ce qui est important de voir aussi, c'est que tout est lié. C'est que tout est lié, c'est-à-dire que cet état de droit ne peut fonctionner que si effectivement il y a ce socle solide, que s'il y a cette justice forte, il y a une justice nationale. En France, on a un juge judiciaire et on a un juge administratif. Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'il y ait un dialogue des juges. Il y a un juge constitutionnel aussi en France qui vérifie la constitutionnalité des lois. Il faut que ces juges se parlent et il faut qu'il y ait aussi un dialogue des juges avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que le système de droit qui est construit et que l'on construit depuis des décennies, eh bien, c'est un système qui a sa cohérence, qui a sa force, et il ne faut pas que la particularité d'un juge ou d'un autre juge vienne altérer cette cohérence. Donc ce dialogue des juges, il est absolument fondamental. Et je peux vous dire que depuis que je suis à la Cour de cassation, pas très longtemps, ça fait 1 an, mais j'ai déjà vu beaucoup de manifestations de ce dialogue des juges. Et donc ça, c'est très important. Et c'est donc un moyen c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc j'en viens maintenant aux solutions que je peux préconiser. Alors je suis évidemment très modeste par rapport aux solutions que je vais proposer. C'est important de passer du temps à faire ces constats pour que nous les partagions ensemble et puis pour qu'on puisse comprendre ensemble quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté. Après, trouver des solutions, c'est difficile. Trouver des solutions, c'est difficile, mais il faut quand même partir de l'idée que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné et qui reste, j'allais dire, gelé, frigorifié, et puis après, il y a une évolution. La démocratie, c'est quand même quelque chose qui est toujours en évolution. Donc ce que nous appelle la situation, ce à quoi nous appelle la situation actuelle, c'est justement à voir comment on peut adapter notre modèle démocratique auquel nous tenons, comment on peut l'adapter à la situation actuelle. Et de mon point de vue, je vois quand même quelques pistes. J'en citerai 4. Première piste, je pense qu'il faut d'abord, en tant que citoyen, individuellement, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement attentif. Et
évidemment résister, lorsqu'une atteinte est portée en particulier aux droits individuels, aux libertés publiques ou à l'indépendance de la justice. Si, en tant que citoyen, on constate que de telles atteintes sont portées, eh bien, il faut s'élever contre ces atteintes-là, parce qu'elles sont évidemment très dangereuses et donc il faut résister. Résister ne veut pas dire qu'on refuse les évolutions. Il faut accepter les évolutions. Et vous serez d'accord, j'imagine avec moi, que par exemple, en matière d'intelligence artificielle ou encore en matière d'Internet, vous serez d'accord qu'il faut qu'il y ait quand même des réglementations, il faut qu'il y ait des restrictions de liberté. Je crois qu'il faut le dire, qu'il y ait des contrôles qui soient faits pour éviter des débordements que l'on commence seulement à voir et à expérimenter. Donc, oui, résister, mais ne pas fermer la porte aux évolutions qui sont nécessaires pour qu'on soit dans une société où il y a quand même un mieux vivre ensemble. C'est ça aussi qu'on recherche, c'est mieux vivre ensemble collectivement. Ensuite, et c'est la deuxième préconisation, eh bien, il faut évidemment que l'on améliore notre système judiciaire. Bon, il y a des problèmes qui sont connus depuis des lustres et auxquels on n'apporte pas de solution. Si je faisais un sondage ici et que je vous dise qu'est-ce qu'on reproche à la justice, vous me diriez elle est très lente. Évidemment, j'ai un problème, je vais devant le juge et ça met des mois, voire des années avant d'être tranché. Alors on a beau me dire que la procédure elle garantit, que le dossier au final il est examiné, j'ai attendu quand même énormément de temps pour avoir ma décision. C'est le coût de la justice, c'est la complexité du droit, c'est aussi les interférences encore dans tous les pays des pouvoirs politiques et législatifs, mais surtout politiques exécutifs, dans le fonctionnement de la justice. Donc ça, c'est des choses qui doivent impérativement et prioritairement être améliorées. Troisième piste que je vous suggère à la réflexion, c'est l'éducation du citoyen. Et là, moi, je vous rejoins à 300%, l'éducation du citoyen. C'est fondamental. À l'école, et puis aussi, lorsqu'il est adulte, il faut une éducation. Il faut aussi qu'on soit éduqués, mais tous, et je vous mets et je me mets dans cette catégorie-là, il faut tous qu'on soit éduqués au risque de la désinformation, au risque de la manipulation de l'information. C'est ce que fait l'OIF, mène des travaux très intéressants sur le sujet. Mais oui, il faut qu'on soit informé de ça et qu'on le sache. Il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on sache ce qu'est l'état de droit, il faut qu'on sache ce qu'est la démocratie. Comment on vivait avant lorsqu'on n'était pas en démocratie ? Nous, on fait partie de générations qui ne se sont pas battues pour la démocratie. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui viennent de pays où il a fallu se battre pour avoir la démocratie. Moi, je viens dans un pays où la démocratie, je l'avais. Je l'avais quand je suis né. Bon, donc ça, il faut éduquer absolument le citoyen. Et puis après, dernier point, et je terminerai par cela, je pense qu'il faut aussi innover. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut innover, qu'est-ce qu'on peut faire, qui ne se fait pas actuellement, mais qu'on peut faire pour justement remettre un peu du sens, remettre de la démocratie dans les rouages, remettre, et c'est ce que vous disiez, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, remettre du consensus social quand même derrière tout ça. Et là, innover, je crois qu'il faut que chacun, on essaye de voir ce qu'on peut proposer. Moi, ce que je pourrais proposer, c'est d'une part que peut-être on ait des observatoires peut-être encore plus prégnants que ceux qui sont actuellement et des garants encore plus forts au niveau européen ou au niveau international sur l'état des démocraties dans les différents pays. Il faut peut-être qu'il y ait une autorité qui soit créée pour avoir véritablement du poids lorsque des atteintes démocratiques sont accomplies dans certaines démocraties. Il faut aussi peut-être qu'on réfléchisse, et là c'est le magistrat qui parle, mais peut-être il faut aussi qu'on réfléchisse à une beaucoup plus grande
pénétration du citoyen dans le processus judiciaire. Il faut peut-être qu'on ouvre encore plus largement qu'on le fait à présent et que le citoyen soit finalement un artisan du processus judiciaire. Mais là aussi, vous me direz, il n'y a pas de remède miracle, puisqu'on voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, où cette participation des citoyens est quand même importante, on voit bien les dérives, malgré tout, qu'on n'arrive pas à empêcher. Mais je crois qu'il faut qu'on essaye d'innover, il faut qu'on essaye de casser un petit peu certains carcans dans lesquels on est et qui font qu'on ne fait pas des propositions qui seraient de nature à améliorer les choses. Et je crois que c'est tout à fait possible. Donc je terminerai par là en disant qu'il y a des solutions qui existent, résister, éduquer, innover, renforcer la justice. Et je pense qu'il faut une mobilisation de tous. Et je ne doute pas qu'ici, en tout cas, vous soyez tous mobilisés. Et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on va discuter. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup. J'ai une question. Je m'appelle Katharina Gmaner. Je suis étudiante en 2e année. Et je voulais poser la question dans un environnement incertain et de crise démocratique que vous avez mentionné, où surtout le droit international et non pas le droit de l'Union européenne semble de plus en plus faire preuve d'inefficacité. Comment est-ce qu'on peut rétablir la confiance entre les acteurs internationaux aujourd'hui? Et est-ce que vous jugez que la diplomatie est un des seuls moyens restants aujourd'hui? Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Guillaume Calice. Je viens de l'ambassade et mission permanente de la Principauté d'Andorre, ici en Autriche, mais aussi à l'Office des Nations Unies. J'ai 2 questions rapides, une pour M. Charbonnier et une pour Mme Montmalvagnan. La première, M. Charbonnier, est pour vous. La démocratie, c'est quoi? Je pense qu'il faut peut-être revenir au début et nous rééduquer par rapport à c'est quoi la démocratie pour peut-être la récupérer. Et une autre question pour Mme Montmalvagnan. Vous parliez de reconnecter démocratie et multilatéralisme dans cette époque de crise, surtout au niveau multilatéral. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que le système multilatéral, et notamment le système des Nations Unies, est-il démocratique? Et là, je parle surtout à cause du système du droit de veto. Voilà, ça c'est ma question. Très bien. Sur la démocratie, c'est quoi? Je pense qu'on pourra demander à l'Académie diplomatique de Vienne d'organiser une nouvelle conférence pour répondre à cette question. Mais moi, si vous voulez, et vous l'avez compris, je pense, j'ai une vision assez classique de la démocratie. Une vision issue des Lumières, séparation des pouvoirs, évidemment principe de l'élection, et surtout que chaque pouvoir, si vous voulez, joue son rôle. Et le système, pour moi, démocratique, ne peut fonctionner que si chaque pouvoir joue son rôle. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, tous les pouvoirs sont grippés. L'exécutif est grippé, le législatif, si on regarde la situation en France par exemple, l'exécutif est grippé, le législatif est grippé, et la justice doit, dans un contexte extrêmement difficile et prodigieusement difficile, jouer son rôle. Bon. Et jouer un rôle qui soit en plus pédagogique. Donc, moi je crois que donc la démocratie, dans cette vision-là, et qui pour moi est une bonne vision, cette démocratie-là, à partir du moment où les pouvoirs sont grippés, eh bien, il faut que l'on trouve les solutions pour dégripper, en quelque sorte, ces difficultés. Donc, ça veut dire qu'il y a des réformes constitutionnelles à faire, il y a une réforme de la loi électorale à faire. En France, par exemple, il y a peut-être des Français dans l'assistance, mais beaucoup de gens disent j'ai voté ou j'ai pas voté, disent j'ai voté mais j'ai voté contre. Parce que voilà, j'ai préféré voter contre, mais je ne suis pas arrivé à trouver un candidat pour voter pour. Est-ce que c'est la démocratie?
Au bout du compte, effectivement, il y en a un qui est élu. Mais est-ce que c'est la démocratie? Si, il y a quand même pas mal de gens qui votent contre, mais qui ne votent pas forcément pour. Bon. Au Parlement, actuellement, il n'y a pas de majorité, donc aucun texte important ne peut être voté. Là, il y a une réforme à faire. Donc vous voyez, je pense qu'il y a évidemment, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'il y a effectivement des réformes constitutionnelles, changer la loi électorale aussi pour faire en sorte que les citoyens aient l'impression d'être mieux représentés, peut-être changer l'organisation aussi. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut être inventif. Mais il faut peut-être changer l'organisation. Il faut peut-être changer l'organisation. Et c'est peut-être pas parce que des choses qui fonctionnaient il y a 80 ans ou 150 ans que c'est encore adapté à notre mode de vie actuel et à ce qu'on peut penser aujourd'hui. Donc ça, voilà. Pour ce qui est alors, de la diplomatie, moi je pense qu'effectivement, la diplomatie a un rôle, mais alors majeur de propagation de l'état de droit, du modèle démocratique, évidemment. Parce que, et je le vois par exemple en France, si vous voulez, dans notre diplomatie française, dans beaucoup d'ambassades, ce sont effectivement les diplomates qui seront les porteurs de l'état de droit et qui seront porteurs de l'idée de la démocratie telle que nous en faisons. Il y a parfois dans des ambassades des magistrats qui sont détachés dans les ambassades et qui sont les représentants donc de l'État à l'étranger, qui sont dans l'équipe de l'ambassadeur, mais les diplomates, oui. Donc c'est pour ça que leur rôle est très important. Et je constate avec plaisir d'ailleurs que chaque fois que je rencontre des diplomates quand je me déplace, je me rends compte qu'il y a toujours un club des diplomates de l'Union européenne, par exemple. Parce que ça veut dire qu'au sein de l'Union européenne, on partage des choses en commun. On partage des choses en commun et on a un modèle quand même, certes à améliorer, à perfectionner, mais on a quand même un modèle à défendre dans le reste du monde. Donc moi je pense qu'effectivement la diplomatie a vraiment un rôle important à jouer. Et il faut évidemment qu'il y ait des ponts entre la diplomatie et les milieux judiciaires pour qu'évidemment il puisse y avoir qu'on se nourrisse réciproquement. Alors, je pense que ma réponse à votre question va répondre aussi un petit peu à la réponse de notre collègue là-bas, parce que vous avez parlé de rétablir la confiance dans les institutions internationales. Vous avez parlé, est-ce que vous avez demandé si le système des Nations Unies aujourd'hui était démocratique? Non, il ne l'est pas. C'est un système qui a été créé il est plus représentatif qu'on ne le dit souvent, cela dit. Et ce qui est très important, et ça j'aime le répéter parce que ce n'est pas toujours très bien connu, que contrairement, beaucoup de gens disent aujourd'hui que le système des Nations Unies représente les valeurs, des valeurs occidentales, des valeurs des États-Unis essentiellement, alors qu'en fait la Charte des Nations Unies a véritablement été un travail collectif de gens. On connaît peu, par exemple, le rôle que des diplomates, des femmes sud-américaines ont joué dans la rédaction de la Charte, et en particulier sur le fait qu'elles ont parlé d'égalité hommes-femmes dans la Charte des Nations Unies. Donc ça a été vraiment un effort collectif, des valeurs universelles, etc. Mais évidemment, on sait que le ver dans le fruit, le péché originel, c'est le droit de veto qui est foncièrement antidémocratique. Alors c'était un instrument pragmatique au moment de la création des Nations Unies. Ce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, c'est que lors de la négociation de la Charte, le président Truman beaucoup de pays s'étaient opposés au droit de veto. Le président Truman a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir une révision de la Charte. On a ajouté, je crois que c'est l'article 109 de la Charte qui dit, dans les 10 ans qui vont suivre l'adoption de la Charte des Nations Unies, on va avoir une conférence pour revoir la Charte. Ça fait 80 ans et la conférence, elle n'a pas eu lieu. Donc il y a un mouvement qui grandit en ce moment de gens. Il y a même une organisation qui s'est créée, qui s'appelle Article 109, pour demander que maintenant qu'il y a cette crise, et maintenant on ait cette conférence pour tout remettre à plat, y compris. Alors, je crois qu'il faut être assez...
il faut être assez lucide. Hein. La dernière personne qui avait fait des propositions très claires et assez crédibles sur la réforme du Conseil de sécurité, c'était Kofi Annan, quand il était secrétaire général il y a 20 ans. Donc et rien n'a vraiment bougé depuis. Il y a eu, alors, je dis toujours, quand il y a un obstacle vraiment important à une action, à une réforme, à un moment donné, il faut arrêter de se taper la tête contre les murs. Il faut le contourner. Il y a des actions très intéressantes qui ont été entreprises par des petits pays récemment. Vous parliez de petits pays européens, mais au niveau international, il y a quelque chose qui s'appelle le Forum of Small States, donc le forum des petits pays, mais il y a aussi des groupes de petits pays comme par exemple Singapour, la Suisse, etc., qui ont beaucoup fait ces dernières années pour que, au moins, si on n'arrive pas à réformer la composition du Conseil de sécurité, qu'on arrive à le rendre plus transparent dans son fonctionnement. Et il y a plusieurs règles qui ont été établies qui permettent ça. Et il y a eu des améliorations. Et quand on parle de petits pays, le Liechtenstein, qui est quand même pas très grand, comme à peu près la même taille qu'Andorre, peut-être, voilà, a fait passer une résolution très importante à l'Assemblée générale qui demande aux États membres permanents du Conseil de sécurité qui utilisent leur veto d'aller s'expliquer ensuite à l'Assemblée générale. Et ça peut être vu comme symbolique, mais en fait c'est très important parce que ça a apporté une touche de redevabilité politique aux membres permanents du Conseil de sécurité. C'est que maintenant, ils ont tout à fait le droit d'utiliser le veto comme ils le veulent, et ils le font joyeusement, enfin surtout 3, enfin surtout 2. Mais au moins, ils sont obligés d'aller ensuite s'expliquer devant l'Assemblée générale. Donc c'est un petit pas peut-être, mais je pense que c'est un pas important. Moi, je pense qu'il faut absolument cette révision de la charte. La charte a été revue une première fois dans les années 60 pour élargir le nombre de membres du Conseil de sécurité. Elle doit l'être de nouveau. Et c'est la façon, c'est en restaurant la légitimité, parce qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent plus représentés. Et c'est pour ça que je fais le parallèle. C'est la même chose au niveau national dans les démocraties. Les gens ne se sentent plus représentés par les institutions. C'est la même chose au niveau international. Donc il faut remettre de la légitimité, mais on le fait de deux fois. De deux façons. La légitimité, elle repose sur la représentativité. Donc les gens doivent sentir que les Nations Unies les représentent, comme les gens au niveau national doivent sentir que les institutions et les gouvernements les représentent, et non pas seulement une minorité ou une élite ou quelque chose. Et d'autre part, la légitimité, elle vient aussi de l'efficacité. C'est-à-dire quand on donne aux citoyens ce qu'ils attendent au niveau national ou international. Et il y a beaucoup de gouvernements aujourd'hui qui ne sont pas des gouvernements démocratiques, mais qui revendiquent le fait qu'eux, ils sont capables de donner aux citoyens ce qu'ils veulent. Alors là, ça, c'est vraiment une pente savonneuse. Il faut faire très attention. Hein. On parle beaucoup du modèle chinois, qui est beaucoup de jeunes Africains me parlent du modèle chinois comme disant oui, mais ça, c'est un modèle qui a permis le développement. Et c'est difficile de répondre à ces questions. Bon. Mais il faut vraiment que les Nations Unies gagnent de la légitimité en étant capables de donner aux citoyens ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de donner des vrais progrès en matière de changement climatique, de donner des réglementations qui veulent dire quelque chose et qui ont un impact en matière d'intelligence artificielle, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est que encore aujourd'hui, dans cet état un peu affaibli, les Nations Unies continuent de faire un travail hyper important pour tout le monde. Elles ont un problème de communication énorme, elles n'arrivent pas à le dire, Il y a aussi des tas de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas que sans les Nations Unies, on aurait peut-être aujourd'hui un énorme trou dans la couche d'ozone qui, grâce aux Nations Unies et à un accord qui a été passé dans les années 80, a pu être refermé. Il y a des choses importantes, l'éradication de la variole, etc. C'est des choses qui sont essentielles pour la survie de l'humanité. Il y a eu des choses essentielles qui ont été faites, mais les Nations Unies ne savent pas raconter leur histoire passée et leur histoire présente. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour regagner cette légitimité et pour être plus démocratique. Je suis tout à fait d'accord. Bien, merci beaucoup pour cette conférence. C'était intéressant et j'ai beaucoup appris. Je m'appelle Manon Ginet et je suis étudiante aussi à l'Académie diplomatique.
Vous avez très bien souligné les réponses que devraient apporter les institutions face à l'insécurité politique. Mais Monsieur Charbonnier, vous avez aussi dit qu'il y a parfois des limites à ces solutions. Donc je me demandais quelles sont finalement les limites des réponses institutionnelles que nous pouvons apporter face à des crises politiques qui peuvent parfois être trop profondes. Merci. Bonsoir. Du coup, je suis également français et je vais porter une question qui porte sur l'actualité politique française. Lorsqu'il y a un intervalle régulier des responsables politiques issus de tous les horizons, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, Mélenchon ou Marine Le Pen, dénoncent une prétendue justice politique. Ils participent ainsi à l'installation d'un climat de défiance généralisée. Ces attaques, elles sapent la légitimité des institutions judiciaires, elles nourrissent une instabilité démocratique croissante et fragilisent la cohésion nationale et affaiblissent ce contrat civique dont Madame Momal-Vagnan évoquait la nécessité. Ma première interrogation, c'est de savoir à partir de quel point de rupture ces discours de disqualification systématique deviennent-ils irréversibles, entraînant une perte durable, sinon définitive, de l'autorité morale et juridique de l'État. Alors, ma deuxième question, vous l'avez dans une certaine mesure déjà répondu, mais comment dès lors restaurer la confiance dans les institutions de justice lorsque ceux qui devraient en être les garants s'en font les détracteurs? Et plus largement, comment retisser un lien social apaisé lorsque l'idée même d'un arbitrage impartial, capable de transcender les clivages partisans, semble s'effriter? Vous avez discuté notamment sur une plus grande pénétration des citoyens dans le monde judiciaire français, dans le but de représentation et ainsi de légitimité. Avez-vous des idées sur comment la France, on peut réaliser ceci? Merci. Merci pour vos deux questions. J'ai essayé d'en prendre note, mais bon, j'ai peut-être pris des notes partielles. Donc, si je ne réponds pas complètement, n'hésitez pas. Par rapport aux solutions, première question, par rapport aux solutions qu'on pourrait apporter aux crises, hein, c'était ça votre question. J'évoquais effectivement des limites parce que d'abord, vous voyez, c'est pas facile à proposer des solutions. Moi, j'ai essayé de lancer 4 pistes. C'est pas facile de proposer des solutions. Et par contre, je pense, au niveau des limites, et je pense que Madame Momal-Vagnan a donné la réponse à cette question, je pense que c'est le contrat social, si vous voulez, qui permettra, qui est la limite à ces solutions. C'est-à-dire que si vous trouvez des solutions, mais qu'il n'y a pas une adhésion de la société large, pas partisane, large de la société, à mon sens, ça ne sert à rien. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, sur les autres questions, alors oui, moi comme vous, j'ai vu j'ai entendu ces discours et qui sont absolument pas argumentés, mais qui sont de dénonciation vraiment primaire de l'action de la justice. Et ça fait beaucoup de mal. Et ça fait beaucoup de mal parce que moi, je vois dans mon entourage, qui n'est pas un entourage de juristes ou de magistrats, qui est un entourage de gens qui sont dans des milieux très, très différents, je vois les questions qu'on me pose. Et qui sont quand même des questions où on me dit, mais est-ce qu'effectivement, dans telle affaire, la justice, elle n'est quand même pas un peu politisée, ou est-ce qu'elle n'a pas eu la main un peu lourde en faisant telle ou telle chose? Et je dis, mais en fait, c'est pas toi qui me poses cette question-là. Enfin, c'est pas toi. Enfin, je veux dire, je peux entendre effectivement que quelqu'un me la pose, mais enfin, je te connais, tu respectes. Bon, voilà. Ça veut dire quand même que la pénétration de ces discours, elle est extrêmement forte. Il n'y a pas véritablement, et vous l'avez vu, il n'y a pas véritablement de contre-feu qui sont allumés. Moi, je n'ai pas entendu les médias dire, par exemple en France, on a donné 3 heures de temps à des personnes qui ont tiré à boulet rouge sur la décision de justice. On va donner 3 heures de temps à des personnes qui vont expliquer la décision et qui vont expliquer comment le système a fonctionné. Bon. Donc on en est resté sur des choses extrêmement primaires.
où évidemment le citoyen peut se dire s'il n'y a pas de réponse en face, c'est que probablement les attaques qui sont portées sont des attaques qui sont portées à bon escient. Sachant qu'en plus, les magistrats ont un devoir de réserve, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas descendre dans le débat public pour dire non, monsieur Machin a dit ça, c'est pas vrai, etc. Bon. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est de préoccupation importante. Et vous parliez du caractère irréversible, c'est pour ça que moi j'appelais aujourd'hui à ce que dès aujourd'hui, si vous voulez, on ait cette mobilisation, qu'on ait cette vigilance, parce que je pense qu'effectivement, on rentre dans un processus où on va vers peut-être quelque chose qui peut être irréversible. Le côté positif, quand même, c'est que par rapport aux faits dont vous parliez, au jugement dont vous parlez, j'ai quand même eu l'impression que la population française, d'une manière générale, avait considéré que la justice avait fait son travail et que tel responsable politique devait exécuter la décision qui avait été prononcée. Il y aurait pu avoir une levée de bouclier de la part des citoyens descendant dans la rue, occupant l'espace public et disant c'est affreux, etc. Or, pas du tout. On s'aperçoit que les citoyens, finalement, disent oui, c'est peut-être un peu sévère, mais il est condamné comme tout un chacun et donc il doit purger sa peine. Donc, je pense aussi, et c'est peut-être un point qu'on n'a pas abordé, mais je pense aussi que s'il faut effectivement éduquer le citoyen et l'alerter, il faut penser aussi que nos concitoyens ont peut-être plus de bon sens et de conscience que ce qu'on peut-être craindre et imaginer. Et je pense qu'il faut donc aussi avoir confiance dans le citoyen. Mais je crois qu'il faut être absolument très vigilant, et il faut être très très vigilant à partir de maintenant. Et moi, lorsque des gens dans mon entourage me posent des questions, évidemment, je souhaite qu'ils me posent les questions qu'ils ont envie de me poser, mais je peux vous dire que j'argumente et que je mouille la chemise, si vous me passez l'expression, parce que je pense que c'est très important de faire comprendre les choses. Très important. Je voudrais parler du point de rupture. Vous avez posé la question, à partir de quel moment c'est irréversible? Point de rupture, on dit tellement de choses. L'exécutif, par exemple, dit tellement de choses, ou que les médias, sur ce qui peut être fait, etc., que finalement, les gens laissent le gouvernement tout faire. Et ça, je pense évidemment aux États-Unis, où l'exécutif a tellement dit que les médias trompaient, que les institutions trompaient, que les citoyens étaient trompés, que c'était des fake news, etc., que finalement, maintenant, l'exécutif se permet tout. Je ne suis pas juriste, et je ne suis pas juriste américaine, mais je pense que de nombreuses lois ont été violées aux États-Unis. Je veux dire, ce qu'on sait déjà, par exemple, c'est que l'exécutif arrogé le droit de redistribuer tous les fonds que le Congrès, donc le législatif, branche séparée, avait attribués à différents programmes très importants. Donc, le président a dit, non, moi, je ne suis pas d'accord, on va arrêter de donner de l'argent à USAID. C'est des programmes qui ont été votés par le Congrès. On va arrêter maintenant, c'est les aides alimentaires qui sont suspendues. Et finalement, il n'est plus tenu ni par les lois, alors la seule résistance qu'on a vue pendant quelques mois, c'était les juges. Le problème, effectivement, c'est que la Cour suprême elle-même n'est pas un mécanisme de résistance, ne l'est plus. Et les républicains se sont assurés de ça. Donc là, il y a vraiment un verrou qui a sauté avec la Cour suprême. Et malgré la résistance que beaucoup de juges continuent de faire aux États-Unis, il y a une faiblesse. Donc moi, jusqu'à il y a 2 mois, je pense à peu près même 1 mois, 2 mois, j'étais très pessimiste. Je pensais vraiment qu'on avait atteint le point de rupture aux États-Unis et qu'on avait basculé complètement. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je suis un peu plus optimiste. Les dernières élections, évidemment, aux États-Unis, le fait qu'il y ait eu des millions de gens dans la rue pour ce qu'ils appelaient le No King Day. Donc je pense, et ça, j'en reviens à ce que vous venez de dire, Gilles, je pense qu'il faut qu'on ait confiance finalement aussi dans les citoyens à un moment donné, que le citoyen ne peut pas être berné éternellement.
Et là, je pense qu'il y a peut-être un premier mouvement qui se dessine. Alors, c'est pour ça que j'hésiterais maintenant à parler de point de rupture, parce que je pensais qu'on l'avait dépassé aux États-Unis. Puis finalement, peut-être pas. Peut-être pas. Donc, voilà. Ça, c'était juste... Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos deux présentations. Cette question s'adresse à vous deux, si vous voulez y répondre. Vous avez évoqué la nécessité de résister à la tentation des réseaux sociaux, ce que j'imagine était en lien avec la montée préoccupante de la désinformation et de la radicalisation politique dans l'espace numérique. Vous aviez également souligné l'importance de sensibiliser, de toucher les jeunes générations qui sont particulièrement exposés à ces phénomènes. Et il était également question d'accepter les évolutions nécessaires et parfois inévitables, comme celle de l'IA par exemple. Et j'aimerais savoir, selon vous, quels mécanismes les institutions peuvent-elles mettre en place pour faire face à ces dérives et mieux protéger les jeunes publics ? Bonsoir, je vous remercie pour vos interventions. Je m'appelle Assed Baymerden et je suis étudiant en 2e année ici à l'Académie diplomatique. Je viens du Kazakhstan et je voudrais rebondir sur justement la question de ce qui est vraiment la démocratie, car la démocratie telle qu'on la connaît, c'est un concept assez eurocentrique, donc ceci pose des problèmes quant à sa réalisation dans d'autres régions du monde. Et je me réfère justement aux pays où le régime autoritaire serait se conserve depuis des siècles et on ne connaît pas mieux, en fait. Donc, quel serait le rôle des institutions internationales, justement, dans l'application des démocraties dans le monde? Est-ce qu'on devrait peut-être donner de l'espace d'interprétation pour les démocraties? Car, par exemple, mon pays natal, c'est une démocratie, toutefois autoritaire. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de donner justement cette marge de manœuvre pour des pays et interpréter les démocraties différemment? Merci. Bonsoir, désolée, une troisième. Je m'appelle Marie Schönwatter, je suis aussi une étudiante ici à l'Académie. Et j'ai une question pour Madame Omalviana. Vous avez mentionné au début de votre intervention que la fin d'un ordre principalement régi par la force commence avec la création des organisations internationales. Maintenant, sous l'administration Trump, la contribution américaine à l'ONU a été réduite soudainement. Donc, je voulais vous demander que peuvent faire les organisations internationales dans ce contexte pour continuer à remplir leur mission de paix dans le futur. Merci. Oui. Oui, parce que sinon, je vais tout oublier. Sur les réseaux sociaux, la désinformation. Alors, moi, je vous conseille vraiment d'écouter la journaliste philippino-américaine Maria Ressa, qui est prix Nobel de la paix 2021. Elle a eu le prix Nobel en même temps que Dimitri Muratov, journaliste russe. Maria Ressa déconstruit très clairement dans toutes ses conférences, elle déconstruit très clairement le modèle économique des plateformes, des réseaux sociaux. Et elle explique très clairement, mais vraiment, personne ne le fait aussi bien qu'elle. En plus, elle est très drôle. Elle explique très clairement que c'est le modèle commercial même des plateformes qui mène à la situation qu'on connaît, à la désinformation massive, puisque, vous savez, plus vous êtes fâché, plus vous êtes énervé, plus vous cliquez, plus la plateforme reçoit de l'argent. Donc c'est très simple. Donc la plateforme n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un débat calme, intelligent. La plateforme veut que vous soyez irrité, fâché, violente, etc. Donc le seul moyen, c'est vraiment d'attaquer ce modèle économique même. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de parer à la désinformation. Alors, et le seul acteur au monde qui a commencé à le faire, c'est la Commission européenne, à travers son Digital Services Act.
et à travers deux choses, Digital Market Act, Digital Services Act. Et tout le monde entier nous envie l'action de Bruxelles vis-à-vis des plateformes numériques. Action que Bruxelles est en train de rétro-pédaler, malheureusement sous la menace américaine. Hein. Donc, il faut attaquer, il faut vraiment rendre les plateformes redevables de ce qu'elles font. Et il faut attaquer ce modèle même. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller écouter des conférences, il y en a plein en ligne, de Maria Ressa, qui explique comment le faire. Pour moi, c'est la seule solution. Et elle a dit, vraiment, elle a donné plusieurs conférences dans le cadre d'activités de la Fondation Kofi Annan. Elle a dit très clairement, il y a 3 ans déjà, elle disait, aux Philippines, on est ce qu'on appelle ground zero, de la désinformation. Donc, je sais ce que ça veut dire, mais elle a dit, ça vient chez vous. Ne croyez pas que vous allez être immunisés. Et on le voit, hein, on le voit aujourd'hui. Donc ça, je dirais ça sur la désinformation, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'activités, renforcer les médias classiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Éduquer comme la Finlande le fait très bien, éduquer les jeunes dès l'âge de 7 ans à l'école, à ce que c'est que la désinformation, etc. Mais je pense que rien de tout cela n'arrivera à combattre la désinformation si on ne s'attaque pas à l'argent. Voilà, ça c'est 1. 2, sur la démocratie au Kazakhstan, etc. Je connais, alors j'aime bien le dire quand même parce que ça me permet de frimer un petit peu. Hein. Je connais votre président. Alors, monsieur Kassym-Jomart Tokayev, qui a été aux Nations Unies 2 ans. J'étais sa collaboratrice directe. C'est un homme très intéressant. Voilà. Alors, c'est un argument qu'on me fait souvent. Est-ce que la démocratie doit être la même partout? Non. Ce qui importe, c'est que les gens choisissent. Alors, il n'y a pas un seul peuple dans le monde qui ne veut pas que son gouvernement soit transparent, pas corrompu, le représente, n'abuse pas des droits de l'homme. Tous les peuples veulent la même chose. Alors, ils doivent choisir la façon dont ils arrivent à cette chose. Ils veulent que leur gouvernement leur donne des hôpitaux de qualité, des écoles de qualité, des rues sûres où marcher la nuit, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ce que l'on constate quand même, au total, c'est que... Alors, et c'est là où on revient au contrat social. C'est-à-dire que les gens sont d'accord pour abandonner un certain nombre de libertés s'ils reçoivent d'autres choses en échange. Hein. Mais c'est un contrat qui peut être très dangereux parce que, par exemple, ce qu'on a vu récemment dans les pays du Sahel, en Afrique, c'est que, comme je le disais, plusieurs pays, la jeunesse dans plusieurs pays a dit « nous ne voulons plus de démocratie parce que nous voulons la sécurité. Les mouvements djihadistes sont en train de gagner du terrain, nos gouvernements sont corrompus et incapables, donc nous allons mettre des militaires au pouvoir. » Aujourd'hui, la situation sécuritaire au Mali, elle est bien pire qu'elle était du temps de la démocratie, bien pire. Les mercenaires Wagner n'ont pas du tout aidé, hein. Et aujourd'hui, le gouvernement ne contrôle plus que Bamako, la capitale. Donc moi, je pense que c'est un contrat faustien qui est très dangereux, hein, de vouloir abandonner les libertés parce que d'abord, elles ne reviendront plus, souvent. Alors, je préfère donner l'exemple. Pour moi, l'exemple le plus intéressant, c'est celui de Singapour, qui n'est certainement pas une démocratie au sens où on l'entend en Europe, mais où le contrat social a été très fort. Et ce qui compte, au fond, je crois, ce qui a compté pour les gens, c'était il n'y avait pas d'arbitraire. Et c'est là où on vient à l'état de droit. Parce qu'à Singapour, il y avait peut-être pendant très longtemps, maintenant les choses sont beaucoup plus souples qu'avant, pas de démocratie, mais il n'y avait pas d'arbitraire non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des lois claires. Les gens savaient ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il n'y avait pas d'arbitraire dû à la volonté d'un homme, même de Lee Kuan Yew, etc. Donc, il y avait un contrat général de la société qui dure encore aujourd'hui, qui a amené Singapour à être un des pays les plus riches du monde. Donc, personne ne prend... Et je pense que quand vous dites est-ce que les Nations Unies peuvent appliquer la démocratie de façon plus souple, plus adaptée, bien sûr, ce qu'elles font. De toute façon, les Nations Unies, maintenant, depuis 10 ans, ne parlent plus de démocratie. Donc, on est tranquille de ce côté-là.
Mais bien sûr, elles peuvent, elles doivent. De toute façon, c'est au peuple de décider. Et ce qui a fait beaucoup de mal à l'image de la démocratie, c'est le fait que les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 au nom de la protection de la démocratie. Et on a vu et donc il y a 250 000 personnes qui sont mortes, etc. Donc on a vu les résultats. Et ça a fait beaucoup de mal. Parce qu'effectivement, personne ne doit l'imposer. Les peuples doivent la choisir à leur façon, à leur rythme, etc. Mais tout ce qu'on voit, et il y a de très bonnes études de l'Institut Videm, de Varieties of Democracy que je citais tout à l'heure, qui a montré que dans presque tous les cas, les démocraties donnent plus à leurs citoyens en tant qu'éducation, en tant que sécurité, en tant que les pays autoritaires. Donc, de toute façon, ça va souvent ensemble. Voilà, c'est ça. Il y avait une troisième question sur... Ah oui, comment vont faire les Nations Unies sans argent américain? En fait, ce que les États-Unis ne payent plus du tout, quasiment. Hein. Ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, ils ont quitté l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment une institution très importante du système des Nations Unies. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, certes, l'OMS se retrouve avec 25% de contribution en moins, mais il n'y a pas de sabotage maintenant dans l'institution. C'est-à-dire que les États l'UNESCO a survécu 2 fois au départ des Américains. Hein. Les Américains sont partis une 3e fois maintenant, mais l'UNESCO a survécu 2 fois déjà. L'OMS survivra parce que la Chine prend un rôle très important à l'OMS, parce que les États savent qu'ils ont besoin de l'OMS, donc l'OMS survivra. En revanche, le problème, c'est les organisations comme les Nations Unies ou d'autres, où les États-Unis restent, mais ne payent pas, parce qu'ils continuent d'empêcher des progrès normatifs. Par exemple, récemment, il y a une agence des Nations Unies qui est très peu connue, qui s'appelle l'Organisation internationale maritime, qui est basée à Londres, et qui avait négocié, mais presque jusqu'à la fin, un traité pour réduire les émissions carbone de l'industrie des transports maritimes, hein, des cargos, etc. Au dernier moment, les diplomates américains, ils sont encore partis, ils ne sont pas partis de cette organisation, je dirais malheureusement, parce qu'ils ont saboté le traité. Ils ont été menacés, les diplomates africains, asiatiques, un par un, personnellement, en leur disant si vous votez, on vous fera ça, vous aurez plus ça, etc. Et beaucoup de pays se sont abstenus, etc. Le traité n'est pas passé. Donc il aurait mieux fallu que les États-Unis se retirent complètement. Ce qui m'inquiète, c'est cette action nocive de l'intérieur du système sans même payer. Et de toute façon, ils ne payent pas. Et ils ont quand même de l'influence. Donc je pense que le système survivra parce qu'il est indispensable, parce qu'on ne peut pas faire sans, mais qui va être affaibli certainement pendant quelques années. Certainement. Merci. Je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il me semble qu'il y avait encore 1 ou 2 questions, mais je voulais apporter deux éléments d'un magistrat de terrain quand même. Pour la question sur la désinformation, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est grave et ce qu'on commence à constater, c'est que la désinformation est couplée avec une déstabilisation de l'État et des institutions démocratiques. Et donc, des puissances étrangères, appeler les choses comme ça, des puissances étrangères, donc par cette désinformation, ont pour objectif de déstabiliser l'État. Et un État comme l'État de la France, qui est quand même un État démocratique depuis très longtemps, n'échappe pas à ces attaques-là. Et récemment, un tribunal a condamné des individus qui avaient souillé le musée de la Shoah à Paris. Et le tribunal a constaté qu'il y avait eu des influences étrangères qui avaient en fait armé les bras de ces délinquants. Donc c'est grave parce que derrière les réseaux sociaux, il y a aussi cette question-là de la désinformation et il y a aussi cette question-là d'une sorte de guerre quand même, plus ou moins, qui est engagée vers une déstabilisation. Alors il y a des outils
pour ça. En France, on a créé un service auprès du Premier ministre qui est chargé justement d'étudier les attaques qui peuvent être amenées par de la désinformation. Et ces attaques peuvent amener à des mouvements sociaux, par exemple, qu'on n'aura absolument pas vu venir, mais qui viendront parce que justement ils auront été excités de cette manière-là. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place, mais moi j'ai le sentiment quand même qu'on intervient toujours après que la vaisselle a été cassée. On arrive, et puis après, il y a encore un peu de vaisselle qui est cassée, et puis on continue comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur la question du Kazakhstan, votre question m'a beaucoup intéressé, en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis investi depuis déjà pas mal de temps dans cette association internationale des procureurs francophones. Et je vous ai dit au tout début qu'il y avait 33 pays représentés. Dans ces 33 pays, il y a évidemment un certain nombre de pays qu'on pourrait qualifier de démocratiques au sens d'une démocratie à l'occidentale, j'allais dire, mais il y a beaucoup de pays qui, évidemment, ne sont pas dans ce schéma-là. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ma conviction, et c'est peut-être aussi une réponse à votre question, c'est que ma conviction, c'est qu'il ne s'agit pas d'imposer, si vous voulez, un modèle de démocratie qui serait plaqué comme ça et mis dans les pays, mais ce que je crois, c'est qu'il faut que dans chaque pays, y compris d'ailleurs nos pays démocratiques, il faut qu'on soit en marche vers plus de démocratie. Et moi, je le vois avec mes collègues procureurs, si vous voulez, on discute de sujets et on aborde des thèmes qui sont incontestablement liés à la démocratie, qui sont incontestablement liés à l'état de droit, au rôle de la justice, au rôle du procureur, à l'indépendance, au contradictoire, au droit de la défense, à tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez, l'idée, c'est de permettre à chacun, là où il est, sur le terrain, de pouvoir mettre à profit, dans sa sphère de compétences, de pouvoir mettre à profit ce qu'il aura engrangé d'une réflexion collective où il y aura eu beaucoup d'échanges de points de vue. Et ça, alors évidemment, ça ne répondra pas aussi à la question que vous posiez sur un plan, j'allais dire, général, mais je crois que c'est aussi des petites bribes de réponses qu'il faut quand même apporter. Et je pense qu'on pourrait tout à fait admettre des collègues kazakhs dans nos discussions pour discuter justement des sujets qu'on aborde.